Bonjour à vous. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, un petit pouce, un abonnement si ce n'est déjà fait. Aussi, n'hésitez pas à partager mes vidéos afin que cette chaîne soit mieux connue, c'est très important pour moi, étant donné que je suis très invisibilisé par YouTube. Merci encore à tous pour tout cela. Alors dans cette vidéo, deux gros sujets, l'Ukraine, incontournable bien évidemment, mais aussi l'Iran qui va être un gros morceau, et enfin des sujets divers à ne pas manquer, très intéressants. Alors tout d'abord l'Ukraine. Y aura-t-il une grande offensive russe en 2026? Beaucoup de blogueurs russes spécialistes, de vrais analystes militaires, eh bien, disent que oui, 2026 sera l'année charnière pour la grande offensive russe. Et les indices qu'ils voient en cela, ce sont les énormes frappes sur les infrastructures énergétiques ukrainiennes, en particulier dans les grandes villes. Dnipro, Kherson, Kharkov, Kiev, bien entendu, donc les grandes villes de l'Est particulièrement. Et beaucoup parlent de Kiev, et oui, en passant par l'oblast de Soumy. Donc tout ceci pour expliquer cela. Et il y aurait même un ordre, c'est-à-dire tout d'abord prendre Slaviansk, Kramatorsk, ensuite Kherson, Zaporojia et enfin Kiev. Alors bon, alors évidemment tout ça sont des hypothèses que ces analystes militaires russes donnent, mais bon, pourquoi pas? Alors évidemment, l'ordre de la prise de ces grandes villes, nul ne peut le savoir, donc tout ça c'est de la pure spéculation. Par contre, effectivement, il est bien possible que cela démarre avec Slaviansk, Kramatorsk, et selon mon pronostic qui n'engage que moi, je pense que la priorité des Russes, c'est de prendre effectivement Slaviansk et Kramatorsk, et juste après la ville de Zaporojia. Cela me semble très très probable, mais cela n'engage que moi. Et après, et encore une fois, ça n'engage que moi, Kherson, Kharkov et Kiev tout à la fin. Bon, c'est comme ça que moi, personnellement, je le vois, tout du moins. Donc effectivement, là, ça ne peut pas durer éternellement. Et selon ma propre analyse, oui, ça me semble extrêmement probable pour plusieurs raisons. La Russie ne peut pas faire la guerre éternellement. Là, l'économie russe tient, et elle tiendra encore. Mais si cela doit durer encore, je ne sais pas, un an, 2 ans, 3 ans, là, il y aura forcément des sacrifices à faire auprès de la population russe, des augmentations d'impôts, et puis en plus, évidemment, ça va râler. Au bout d'un moment, ça va râler. Les Russes vont se dire, mais qu'est-ce qu'ils font, quoi? L'Ukraine, elle est de plus en plus faible, et il y aura encore 2 ans de guerre. Ce n'est pas possible. Bon, évidemment, moi, je ne crois pas du tout à ce genre de scénario. Pour ceux qui me suivent assidûment, vous pensez bien que je ne crois pas du tout que cela dure, ne serait-ce qu'une année supplémentaire. Voilà, sauf si c'est pour prendre des territoires supplémentaires. Il y a une grande différence entre vouloir gagner la guerre le plus rapidement possible et atteindre ses objectifs, on va dire maximalistes, in fine. Alors, par exemple, oui, la guerre pourrait durer 2 ans, 3 ans, si jamais Vladimir Poutine veut faire la Nova Russia complète, c'est-à-dire avec l'oblast en plus de Kharkov, Dnipropetrovsk, Nikolaïev et Odessa. Bien sûr, dans ces cas-là, ce serait plus long. Et encore, ce n'est pas sûr. Ce n'est pas sûr. Car si la Russie écrase littéralement l'Ukraine, je ne vois pas comment l'Ukraine, de toute manière, pourrait résister. Avec quoi? Voilà. Donc si cette année, eh bien, la Russie écrase l'Ukraine, je ne vois aucune raison qui fasse que la Russie soit freinée pour prendre les 4 autres oblasts. Là, ce n'est qu'une question d'ambition, entre guillemets, de Vladimir Poutine, ou de nécessité. Ça dépend comment on voit la chose côté russe, parce que, comme l'a dit Vladimir Poutine, eh bien, la partie russophone est la Nova Russia, incluant les 4 autres oblasts
que je viens de vous citer, c'est-à-dire la partie russophone. Donc nous verrons bien, évidemment, il y a une grosse part de spéculation, hein. Moi, je ne connais pas ce que veut l'état-major ni Vladimir Poutine, mais cela me semble assez normal de vouloir protéger toutes les parties russophones de l'Ukraine, donc incluant toute la Nova Rossiya. Bon, mais encore une fois, ce n'est que mon humble avis. Donc oui, la guerre pourrait durer un petit peu plus longtemps, mais franchement, je ne crois pas qu'elle durera au-delà de 2026. Voilà, pour les raisons économiques, pour des raisons politiques. Après, il y a la réputation internationale, hein, évidemment. Mais bon, pour moi, la raison la plus grosse, la plus énorme, incontournable, c'est l'affaiblissement colossal de l'Ukraine, son effondrement total. C'est ça, en réalité, qui va faire que la Russie va pouvoir gagner la guerre plus ou moins rapidement. Voilà, même si la Russie a des ambitions maximalistes à prendre toutes les parties russophones. Bah, si l'Ukraine ne peut plus se battre, elle peut plus se battre. Et c'est tout. Voilà, surtout que le prêt de 90 milliards d'euros, ben rien n'est fait. Apparemment, on ne sait même pas si ça va se faire au final, sans compter un désengagement, même de la part de certains pays de l'Union européenne, qui commence à être bien réel. L'Ukraine, c'est fini, comme je le répète depuis déjà très longtemps dans mes vidéos. Donc nous verrons bien. Mais en tous les cas, voilà, ça me paraît évident que ben, les Russes, à un moment donné, devront quitter leur zone, entre guillemets, de confort de la guerre d'attrition pour enfin faire une grande offensive pour en terminer définitivement en 2026. Bon, on verra bien. Mais en tous les cas, il y a une autre grande question qui se pose. C'est pourquoi les soldats ukrainiens se battent-ils encore? Après tout, ils n'ont aucune chance de victoire, ils n'ont aucune chance de battre la Russie. Alors pourquoi ils continuent à se battre? Alors c'est une question très importante. Alors je vais vous donner tout de suite la réponse, la propagande. La propagande. Alors évidemment, pour les plus anciens soldats ukrainiens qui continuent à se battre, eux, c'est pas par choix en général, hein, c'est parce qu'ils ont été forcés d'aller se battre sur le front. Par contre, quant aux plus jeunes, qui depuis au moins 2014 ont été formatés pour détester les Russes, détester la Russie, hein, n'oublions pas qu'ils les appellent les orques, hein, les Russes en Ukraine, hein, pour les non-russophones, hein, ils les appellent les orques, les Russes. Donc il y a une détestation immense qui a été faite depuis 2014, et bien grâce à la propagande, ils sont complètement formatés. Voilà ce qui fait que bah, ils continuent à se battre. Car sans cette propagande, sans ce formatage mental, bah, évidemment, toute personne normalement constituée et saine d'esprit n'irait pas se battre. Et en plus, qui fait des milliers et des milliers de morts et qui cause la destruction de l'Ukraine. Imaginez-vous, pour ceux qui ont un certain âge, des Ukrainiens qui se souviennent avant 2014, où avec la Russie ça se passait très très bien, où l'économie ukrainienne était sur une pente en progression, où le peuple russe était considéré comme un peuple frère. Mais vous m'avez compris, ça se passait très 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 bien, et bing, 2014, coup d'État à Kiev, coup d'État américain, et hop, tout change absolument du tout au tout. Donc, alors que l'Ukraine a un besoin crucial en réalité de la Russie. Donc tout ça n'a absolument aucun sens en réalité. Et si les soldats étaient un minimum objectif, avaient un minimum de bon sens, bah, ils arrêteraient la guerre. C'est aussi simple que cela. Hein. Évidemment, si la Russie est victorieuse, elle ne va pas détruire l'Ukraine. Au contraire, elle va tout reconstruire et faire en sorte que ça se passe bien avec son peuple frère ukrainien. Donc ça n'a aucun sens. Et cette situation où les soldats ukrainiens continuent à se battre ne peut s'expliquer
que par une propagande ultra intensive depuis des années, qui fait qu'ils deviennent un peu schizophrènes, hein, pourrait-on dire, à ce niveau-là. Ils ont une haine qui leur a été inculquée tellement puissante des Russes, qu'on en arrive à cette situation complètement absurde et tragique. Parce que n'oublions pas encore une fois, ce sont des milliers de morts et c'est un pays complètement détruit. Ne l'oublions pas. Voilà. Donc voilà, tout ça était à rappeler. Bon, maintenant on va passer pour le côté Iran. Alors pour le côté Iran, j'aimerais quand même tout d'abord faire un petit historique de ce qu'il se passe et non pas aller tout de suite à la conclusion avec l'armada américaine, là qui est proche de l'Iran, prête à frapper, avec un Donald Trump qui a l'air assez motivé pour en finir avec l'Iran. Je ne vais pas commencer par là, mais par le début, parce que vous allez voir, c'est édifiant. N'oublions pas que tout a commencé par des manifestations en Iran, de grosses manifestations, certes, et qui ont été dues du fait d'un problème économique énorme, c'est-à-dire d'une baisse du rial. Hein. Le rial ne vaut plus rien. Hein. Par exemple, il faut 1,47 million de rial pour un dollar. Donc la monnaie ne valant plus rien, cela a engendré une énorme inflation, 45% pour le général et 75% pour l'alimentaire, donc une inflation insupportable pour les Iraniens, bon, du fait du président iranien en grande partie, qui est très mauvais économiquement, comme je ne cesse de le répéter dans mes vidéos concernant l'Iran. Donc, bon, en plus, on a un gouvernement qui, au niveau de la gestion économique, est mauvais. Alors, nonobstant les sanctions, hein, bien entendu, je ne parle pas des sanctions, mais simplement de la compétence de la gestion économique. Là, le dernier président iranien, tout du moins, est vraiment pas bon. Donc, le peuple est allé dans la rue, légitimement, j'ai envie de vous dire, mais dès le deuxième jour, hop, c'est parti en vrille, des émeutes un peu partout, etc. Après, vous connaissez l'histoire. Alors, bien évidemment, ces émeutes ne sont pas parties de nulle part. On a la CIA et le Mossad, évidemment, qui ont participé à créer ces émeutes énormes. Le fait qu'au lieu que ça soit comme au premier jour des manifestations pacifiques, eh bien, c'est devenu une manifestation très violente dans presque tout l'Iran. Donc, c'était absolument terrible. Comme ça, en 24 heures, hop, un énorme changement au niveau des manifestations. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le problème, pour la CIA, le Mossad, principalement, il y en a d'autres acteurs, mais ce sont eux qui font ces manifestations qui se transforment en émeutes. Et le but de ces manifestations, c'était le changement de régime iranien. Évidemment, de faire tomber l'ayatollah Khamenei, bien entendu. C'est le but depuis toujours des États-Unis et d'Israël, depuis les années 50 en réalité, hein, surtout depuis Mossadegh en 53, bien entendu. Les Iraniens n'ont pas oublié tous ces événements, sans compter les assassinats d'ingénieurs et de scientifiques nucléaires, des généraux assassinés au plus haut niveau, etc. Des centaines de civils tués par des frappes, etc. etc. Je ne vais pas refaire toute l'histoire. Donc voilà, c'en était à ce niveau-là, et les manifestations commençaient à devenir très dangereuses. Et vous l'avez noté, en à peine 48 heures, bing, tout s'est éteint. Les manifestations s'étaient terminées. Alors qu'est-ce qui a expliqué cela? C'est parce que la coordination de toutes ces manifestations ont été faites grâce au système Starlink. On parle d'environ 50 000 systèmes qui auraient été introduits illégalement en Iran. Or, ces systèmes ont été brouillés, on l'a su plus tard, par des brouilleurs russes montés sur camions un peu partout en Iran et qui ont été extrêmement efficaces puisque l'on parle couramment d'environ 80% des systèmes Starlink qui auraient été
très brouillé, voire complètement éteint, bref, inutilisable. Et donc, c'est ça qui expliquait que les manifestations du jour au lendemain se sont tues partout en Iran, sans compter qu'il y a eu des contre-manifestations pro-gouvernementales gigantesques dans tout le pays. Bon, le gouvernement iranien parle de 2,5 millions de personnes dans la rue, même s'ils exagèrent et qu'il y en a 2 millions, 1,5 million, c'est déjà énorme. Bref, en tous les cas, ce qui est clair, d'après ce que l'on sait au niveau du peuple iranien, c'est que étant donné toutes les misères que leur ont fait les États-Unis et Israël, la majorité du peuple est derrière son gouvernement, contrairement à ce que disent les États-Unis et Israël, puisqu'évidemment, Israël et les États-Unis nous disent que bah, regardez ces manifestations, c'est la preuve que le peuple iranien veut défaire son propre gouvernement. Voilà, bon, évidemment, c'est complètement faux, évidemment. Les Iraniens sont pas stupides, hein, ils n'ont pas oublié les 70 ans d'histoire d'oppression américaine et israélienne, les assassinats parfois en masse au niveau de l'Iran. Bon, bref, donc on en était là, et puis on a un Trump qui, juste au moment où il y a les manifestations, avait dit à la Maison-Blanche, alors attention, hein, s'il y a des manifestants tués, là les États-Unis seront obligés d'intervenir. Et comme par hasard, c'est le lendemain qu'il y a eu ces émeutes. Et oui, on a eu une journée de manifestation pacifique et le lendemain, voilà, juste après le discours de Donald Trump, c'est parti en émeute avec beaucoup de tués. Le gouvernement iranien parle de 3117 tués, dont de mémoire comme ça 2470 tués civils et forces de l'ordre iraniens. Donc là, sur les 3117, 2400 et quelques qui seraient uniquement des civils, donc des non-manifestants et des forces de l'ordre iraniennes. Donc c'est des manifestants qui ont tué des civils et des forces de l'ordre iraniennes en un nombre absolument considérable, comme je viens de vous le dire. Bon, ça c'est d'après le gouvernement iranien, évidemment. Donc, et évidemment, là, Donald Trump s'est empressé de dire, bah, vous avez vu, il y a des émeutes, il y a énormément de morts. Eh bien voilà, Trump tenait le prétexte qui avait été préparé juste avant, et comme par hasard, eh bien, il y a des émeutes, des morts en grand nombre, il est vrai. Et donc, c'était l'excuse pour faire passer l'armada qui était dans les Caraïbes pour le Venezuela, les faire passer cette armada vers l'Iran. Bon, il y avait déjà des bateaux dans le coin américain, bien sûr, et dont un porte-avions voilà, qui est maintenant proche de l'Iran. Tout ça pour impressionner son monde, évidemment. Et sur ces entrefaites, disais-je, donc les manifestations se sont tues, et juste à ce moment-là, on a Benjamin Netanyahou qui appelle Donald Trump et qui lui dit non, non, surtout n'attaque pas l'Iran, nous, on n'est pas prêts. Voilà. Donc Trump, à la Maison-Blanche, juste après, sort une excuse bidon, évidemment. Il dit, bon, je me suis entretenu avec l'Iran et les Iraniens m'ont promis qu'ils ne tueraient pas les prisonniers, voilà, les manifestants prisonniers qui n'auraient aucune exécution, alors je retiens mon bras. Il faut espérer qu'ils tiennent leurs promesses, les Iraniens. Voilà ce que dit Trump. Or, ensuite, dans les journaux, qu'est-ce qu'on apprend? On apprend 3000 morts, 5000 morts, et là, tout dernièrement, 30 000 morts. Ah bah oui, là, fallait pousser la population mondiale à de l'indignation, hein, avec des chiffres de plus en plus grands. Fallait créer une indignation artificielle tellement forte bah, que ça donnerait un nouveau prétexte à Donald Trump, vu que tous les autres prétextes précédents ont été grillés, hein, du fait du brouillage russe des systèmes Starlink, qui a fait que bon, bah, les manifestations anti-gouvernementales devaient tellement grossir
et devenir tellement puissante qui aurait permis un changement de régime par ces manifestations, hein, qui aurait pu faire cela. Et oui, les manifestants très nombreux en Iran avaient pour but le changement de régime. Parce que le but, c'était qu'il y ait de plus en plus de manifestants, que ça devienne de plus en plus grave, que l'Iran soit à feu et à sang, et comme ça, ben, les États-Unis seraient arrivés comme un chevalier blanc en disant attendez, moi je vais régler ce chaos, je vais prendre en main l'Iran. Alors je veux pas changer tout l'Iran, tout le gouvernement iranien, je veux juste que l'ayatollah Khamenei s'en aille et on mettra quelqu'un de beaucoup plus modéré et vous allez voir, nous les États-Unis, on va faire en sorte que l'Iran soit un bon pays progressiste, on va apporter la liberté, la démocratie, etc. Donc tout ça, évidemment, est du plus haut ridicule, hein. À chaque fois que les États-Unis sont intervenus dans un pays, ils n'ont laissé que le chaos et des centaines de milliers de morts derrière eux. Si on parle de l'Irak, de la Libye, de la Syrie, du Sud-Soudan, du Yémen, etc., etc., partout où les États-Unis sont intervenus, ils ont semé le chaos et la mort, et c'est tout. Et en plus, pour très très longtemps. En plus. Et pour être complet, n'oublions pas les prétextes américains qui ont changé. Et oui, comme je l'ai dit au début de la vidéo, Trump voulait intervenir en Iran s'il y avait des morts parmi les manifestants. Manifestants qui, d'après Trump, voulaient faire un changement de régime et que c'était tout le peuple iranien qui, en réalité, veut ce changement de régime. Donc on en était là, et puis ensuite Trump il a dit bon, là je vais envoyer une armada et je vais frapper l'Iran parce que l'Iran pourrait faire une arme atomique. Le petit problème c'est que Trump, il y a quelques mois, nous disait que bon, ben, les B-2 qui avaient bombardé l'Iran avaient complètement oblitéré toutes les installations nucléaires de l'Iran et que l'Iran n'était pas prête à avoir une bombe atomique, quoi, que ça prendrait des années, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Trump nous l'avait assuré. Trump avait même refusé la véracité d'un rapport du Pentagone qui, après les frappes, avait dit que bon, ben, la destruction quant aux installations nucléaires iraniennes avait été mineure. Trump avait dit c'est un mensonge, ce rapport dit n'importe quoi, je vous assure à 100% qu'on a totalement oblitéré les installations nucléaires iraniennes. Souvenez-vous de tout cela. Et là, à part, bon, il a oublié évidemment tout ce qu'il avait dit précédemment, et là il dit qu'il a peur que les Iraniens fassent une bombe atomique. Mais alors il y a contradiction. Si toutes les installations nucléaires iraniennes avaient été détruites, comme il le prétend, eh bien où est le problème? Il n'y a pas de problème. Bah oui, bah le problème c'est qu'il est revenu justement là-dessus sur le nucléaire en oubliant les frappes qui ont oblitéré toutes les installations nucléaires iraniennes. Voilà, donc ça c'est un petit peu gênant concernant les prétextes. Vous allez me dire, avec Trump, on a l'habitude. Bon, aussi un dernier petit mot. On parle des soi-disant 30 000 manifestants tués en Iran. Mais est-ce qu'on parle du génocide à Gaza? Là, il y aurait plus de 100 000 morts maintenant de Gazaouis. Est-ce qu'on en parle de cela? Surtout que là, l'armée israélienne vient de reconnaître les chiffres qui sont donnés par les Palestiniens quant au nombre de morts à Gaza. Ils reconnaissent que oui, effectivement, il y a eu plus de 70 000 morts à Gaza. Ça, c'est l'armée israélienne qui le reconnaît maintenant. Vous voyez? Donc on est dans un double standard et dans une hypocrisie absolument extrême qui est vraiment affligeante. Donc voilà, nul n'est dupe. Alors là, Trump retient son bras parce qu'en réalité, l'Iran est un pays puissant militairement qui peut faire extrêmement mal. Surtout que là, on vient d'apprendre que l'Iran, la Chine et la Russie vont faire des exercices militaires dans le détroit d'Ormuz, ou proche du détroit d'Ormuz.
Donc tout ça fait que bon bah Trump, je ne vois pas comment il pourrait attaquer militairement l'Iran sans embraser entièrement la région. Donc tout ça s'accumule d'autant plus que l'Iran a moult forces derrière elle en réalité. Outre des missiles en grand nombre et sophistiqués, outre des drones en grand nombre et sophistiqués, ils ont leurs milices irakiennes qui peuvent aider hein, pour faire une guerre asymétrique, évidemment, le Hezbollah, le Hamas, les Houthis, voilà, donc faut pas oublier toutes ces forces-là, et en plus des forces qui peuvent être pas seulement aériennes, mais navales. Hein. Ils ont des petits sous-marins qui peuvent lancer des torpilles et poser des mines sous l'eau. Ils en ont beaucoup, ils ont un grand nombre de vedettes militarisées hein, qui ont des petits missiles et des mitrailleuses lourdes. Hein. Donc en gros, ils peuvent faire des attaques en essaim avec les drones, avec ces petits sous-marins et même avec des missiles, hein, tout simplement, voire même des missiles longue portée bah, pour taper des bases américaines au Qatar, à Oman, et que sais-je encore, aux Émirats Arabes Unis, etc. etc. Donc l'Iran peut faire extrêmement mal, faire exploser les prix du pétrole, voire même détruire de gros bâtiments de guerre américains, dont un porte-avions. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Tout est possible. La force iranienne est très grande en réalité. Voilà, sans compter que là, on a apparemment un appui clair et réel de la Russie et de la Chine. Bon, ce n'est qu'un exercice hein, qui apparemment commencerait le 1er février, d'après ce que j'ai compris. Nous verrons bien. En tous les cas, concernant l'Iran, fallait quand même se remémorer tous ces faits-là. Voilà. Alors évidemment, dans cette vidéo, il y aura bien d'autres sujets à ne pas manquer. Regardez bien cette vidéo jusqu'au bout. Vous ne serez pas déçus. Voilà. Allez, commençons. Alors, dans les dernières nouvelles générales, on a la Slovaquie et la Hongrie vont poursuivre l'UE en justice concernant l'interdiction du gaz russe. C'était au 27 janvier. Nous allons porter plainte, a déclaré M. Fico, donc le Premier ministre slovaque, lors d'une conférence de presse le lendemain de l'approbation définitive de la mesure, ajoutant que l'idéologie et la haine envers la Russie étaient en train de faire perdre tout à la Slovaquie. La Slovaquie prévoit de coordonner ses efforts juridiques avec la Hongrie, même si les deux pays ne peuvent pas déposer de plainte conjointe, a-t-il déclaré. Il ne peut y avoir aucun compromis là-dessus, a déclaré M. Orban. La Hongrie avait précédemment indiqué qu'elle contesterait cette décision au motif qu'il s'agissait essentiellement d'une sanction qui requiert l'approbation unanime des États membres de l'UE. Alors bien évidemment, Orban a raison, c'est plus une sanction qu'autre chose. Sanction dirigeant vers la Slovaquie et la Hongrie, et en plus qui permet d'éviter d'acheter du gaz russe pour l'Union européenne. Mais en tous les cas, l'Union européenne a fait une ruse, puisque normalement, bien entendu, il doit avoir l'unanimité de tous les membres de l'UE pour une telle décision. Donc l'entourloupe de l'UE, pour éviter cela, et que ça soit en réalité un vote simplement à la majorité, c'est de faire passer cette décision comme une décision uniquement commerciale et non pas comme une sanction vis-à-vis de la Russie, parce qu'évidemment tout cela est vis-à-vis de la Russie. Bref, donc on a la Hongrie et la Slovaquie qui ont porté plainte auprès de la Cour de justice de l'Union européenne, parce qu'évidemment nul n'est dupe quant à ce stratagème absolument odieux de l'Union européenne, c'est-à-dire de transgresser ses propres lois, de transgresser l'esprit de leurs propres lois uniquement pour faire passer en force leur idéologie et leur russophobie. Et évidemment, ils se contrefichent que cela aura des répercussions sur tous les Européens et que cela va aggraver la crise énergétique de l'Union européenne,
bien évidemment. Donc les entreprises vont payer de plus en plus cher leurs factures énergétiques, ainsi que les particuliers. Et concernant les entreprises, certaines ne pouvant plus payer leurs factures énergétiques fermeront leurs portes, comme c'est le cas déjà présentement, et dont le cas le plus grave est en Allemagne et en Angleterre. Mais aussi, certaines très grosses entreprises iront carrément s'installer aux États-Unis. Et après, pour combien de temps? Peut-être définitivement. Donc c'est extrêmement grave concernant le tissu industriel même de l'Union européenne. Alors ici un article extraordinaire qui vient de CNN qui nous dit: l'armée israélienne aurait reconnu le bilan de 70 000 morts à Gaza après avoir auparavant mis en doute le chiffre du ministère de la Santé. Et là, on peut lire: l'armée israélienne a reconnu lors d'un point de presse à l'intention de journalistes israéliens qu'environ 70 000 Palestiniens avaient été tués pendant la guerre à Gaza et que les chiffres du ministère de la Santé de l'enclave étaient globalement exacts. Vous vous rendez compte? Alors attendez, plus loin, on a, ça date un peu, on va prendre plus récemment, en septembre, l'ancien chef d'état-major de Tsahal, le lieutenant-général Herzi Halevi, déclarait: il y a 2,2 millions d'habitants à Gaza. Aujourd'hui, plus de 10% d'entre eux ont été tués ou blessés, soit plus de 200 000 personnes. Ce n'est pas une guerre pacifique. Vous vous rendez compte? En réalité, ils ont toujours été d'accord avec ce que disait le ministre de la Santé palestinien, en réalité. Donc c'est absolument terrible que maintenant ça soit reconnu, une fois évidemment que Gaza est complètement détruit. Évidemment, une fois que le monde est devant le fait accompli, là ils peuvent reconnaître les chiffres. Vous voyez un petit peu, on est toujours dans ce double discours, cette hypocrisie absolument infâme et tragique. Alors ici, on a Newsweek qui nous dit: Trump profère de nouvelles menaces contre l'Iran, tandis que Rubio avertit le Venezuela que les États-Unis utiliseront la force si le régime résiste. Bon, l'Iran, on en parlera plus tard. Là, on va se concentrer sur le Venezuela. Donc, concernant le Venezuela, eh bien, on a une Delcy Rodriguez, c'est-à-dire la vice-présidente du Venezuela, qui parle très fort contre les États-Unis. Mais comme je l'ai déjà dit dans une précédente vidéo, mais d'un autre côté, elle a reçu à bras ouverts le chef de la CIA, c'est-à-dire John Ratcliffe. Alors certains se demandent si elle ne joue pas un double jeu, la Rodriguez. C'est-à-dire si elle donne un discours très ferme, très patriotique pour son propre peuple, pour les Vénézuéliens, afin qu'ils soient rassurés que Rodriguez joue toujours un rôle conservateur, c'est-à-dire dans la continuité du chavisme et donc de Nicolás Maduro, ou est-ce qu'en réalité elle crée des liens avec les États-Unis pour essayer de calmer la chose en laissant discrètement tomber l'héritage de Nicolás Maduro et d'Hugo Chávez avant lui? Alors peut-être qu'il y a traîtrise. Et s'il n'y a pas traîtrise, dans ces cas-là, ça voudrait dire que Rodriguez se la joue fine, et tout sourire avec la CIA, avec les États-Unis, mais n'en pensant pas moins, mais mène en réalité les États-Unis en bateau. Il faut espérer que ça soit cette dernière option. Alors ici, Politico nous parle de Mark Rutte. Mark Rutte est en conflit direct avec les capitales européennes au sujet de l'OTAN. Le secrétaire général de l'Alliance a contribué à sauver l'OTAN d'une crise au Groenland. Mais certains en Europe se demandent désormais à quel prix. Souvenons-nous, Mark Rutte a discuté du Groenland directement avec Donald Trump, sans qu'une tierce partie a été invitée à ces négociations. Donc on va regarder ça plus en détail, ce qui est le plus intéressant. Là on a: quel accord avez-vous soi-disant conclu avec le président Trump, a demandé lundi Willy Søvndal, eurodéputé écologiste et ancien ministre danois des Affaires étrangères. Aviez-vous le mandat, en tant que secrétaire général, de négocier au nom du Groenland et du Danemark? Rutte a nié avoir ses prérogatives. Bien sûr, je n'ai aucun mandat pour négocier au nom du Danemark, donc je ne l'ai pas fait.
et je ne le ferai pas, a-t-il déclaré au Parlement. Bon, bah évidemment, là c'est nier l'évidence, bien sûr qu'il l'a fait, c'est pour ça que Trump est reparti tout joyeux en pensant qu'il avait obtenu tout ce qu'il voulait. Donc il y a une hypocrisie et une grande tension qui est décrite dans cet article entre les pays de l'OTAN et son chef, c'est-à-dire Mark Rutte. C'était très important à souligner. Alors là, maintenant, on va parler de l'Iran et surtout nous concentrer sur le nombre de manifestants morts. Vous allez voir que c'est très important ici. Bref, d'après les autorités iraniennes, eh bien, les manifestants auraient tué 2427 personnes, qui représentent des civils et des forces de l'ordre iraniens. Et là, ce seraient les manifestants eux-mêmes qui auraient fait ces tueries. 2427 sur les 3117 personnes qui ont été tuées. Donc la différence entre les 3117 et les 2427, ce sont les manifestants en eux-mêmes. Voilà, c'était un détail quand même à rappeler. On a l'Iran qui nous dit qu'il y a eu 3117 personnes qui ont été tuées lors des manifestations en Iran. Donc selon les médias d'État, un communiqué de la Fondation des Martyrs a indiqué que 2427 des personnes tuées lors des manifestations étaient des civils et des membres des forces de sécurité. 2427, c'était des civils et des membres des forces de sécurité. Alors évidemment, l'Occident ne pouvait pas s'en tenir aux chiffres de l'État iranien. Et là, par exemple, on a Le Monde qui nous dit qu'une organisation de défense des droits humains confirme plus de 5000 personnes qui ont été tuées. Il faut savoir que la seule source, je dis bien la seule source qui est reprise par les médias quant au nombre de manifestants tués, vient de Human Rights Activist News Agency, c'est-à-dire une ONG pilotée par la CIA. C'est un secret de polichinelle. Donc c'est très important, retenez bien cette source. Human Rights Activist News Agency. Là, on a le Time. Le Time nous dit le bilan des morts lors des manifestations en Iran pourrait dépasser les 30 000 selon les autorités sanitaires locales. Alors là, on a une désinformation du Time qui est absolument incroyable. Incroyable. Il n'y a qu'une seule source qui donne les chiffres du nombre de morts de manifestants en Iran. C'est l'entité que je vous ai décrite précédemment. Donc, selon cette source uniquement. Donc là, le Time nous dit les autorités sanitaires locales. C'est de la désinformation, c'est du mensonge à l'état pur. Alors, vous vous demandez, mais pourquoi c'est absolument énorme comme chiffre? Évidemment, il a fallu faire une diabolisation, exactement comme on a fait avec Saddam Hussein, comme on a fait avec Milosevic lors de la guerre de Yougoslavie, avec les faux charniers de Timisoara, rappelons-nous, ou les mensonges en Irak avec les bébés couveuses qui étaient écrasés par les soldats irakiens. Souvenez-vous de tout cela. Les énormes mensonges sur Kadhafi qui aurait tué des milliers de manifestants, son propre peuple en Libye. N'oublions pas le gazage de son propre peuple fait par Bachar al-Assad. Tout ça, tout était du pur mensonge. Voilà, des décennies de mensonges. Et on ne change pas une équipe qui gagne, on refait la même chose, c'est-à-dire on augmente les chiffres, on invente absolument n'importe quoi pour diaboliser l'adversaire. Oui, parce que faut bien quand même trouver un prétexte pour bombarder illégalement un pays en faisant de la pure ingérence, en violant toutes les lois internationales et en se comportant comme une véritable brute. Voilà, comme un véritable État voyou. Oui, il faut bien un prétexte, faut toucher l'émotion des gens, faut que les gens soient choqués par le chiffre. Et plus c'est gros, plus ça passe. Voilà, c'est la méthode éprouvée depuis déjà très 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 longtemps, de nombreuses décennies, et qui fonctionne, puisque c'est repris dans les grands médias. Et comme la plupart des gens pensent que tout ce que disent les grands médias, c'est la sainte vérité, et bien voilà, les gens sont pris par la propagande et ils y croient.
vraiment, tout du moins dans leur grande majorité. C'est triste, mais on en est là pour l'Iran. Alors maintenant, là, tout dernièrement, que va faire Trump? Ben, on ne le sait pas, mais tout est possible. Alors cette fois, on va parler mauvaise nouvelle pour l'Ukraine. On a Defense News qui nous dit l'Allemagne admet qu'elle ne peut plus envoyer de système de défense aérienne Patriot à l'Ukraine. Mais alors pourquoi? Eh bien pourquoi? Selon Pistorius, qui est le ministre de la Défense allemand, l'Allemagne a déjà livré plus d'un tiers de ses systèmes de défense aérienne patriotes à l'Ukraine, une contribution qu'il a qualifiée de disproportionnée par rapport à celle des autres alliés. En l'état actuel des choses, il n'est pas possible d'effectuer de nouvelles livraisons à partir de nos propres stocks, a déclaré Pistorius, selon les médias allemands et internationaux. Il a expliqué que la Bundeswehr attend désormais des systèmes de remplacement pour ceux déjà transférés et doit préserver suffisamment d'équipements pour former le personnel et maintenir sa capacité opérationnelle sur son territoire national. Bref, rien ne va plus pour l'Ukraine, il y a une cacophonie au sein de l'Union européenne et vous allez voir, c'est pas fini. Ici, le journal ukrainien RBC Ukraine qui nous dit la France bloque le plan de l'UE autorisant l'Ukraine à acheter des missiles britanniques Storm Shadow. Les désaccords se sont intensifiés au sein de l'Union européenne concernant l'utilisation d'un prêt européen pour les achats militaires de l'Ukraine, notamment en ce qui concerne l'acquisition d'armes en dehors de l'UE. Bref, c'est encore un nouvel événement qui montre que le projet Ukraine est bel et bien terminé. Alors, cela faisait bien longtemps que je ne vous avais pas montré les derniers chiffres de Mediazona concernant le nombre de morts concernant les soldats russes en Ukraine. Donc là, 163 606 morts. Et pourquoi je vous montre ça maintenant? Eh bien parce que Mediazona a amélioré son système. Ils disent maintenant que leur chiffre est encore plus fiable qu'avant. Et comme acte de bonne foi, maintenant ils fournissent les prénoms, les noms et la photo pour chacune des 163 606 personnes. Voilà, donc on peut dire que Mediazona donne des chiffres fiables. Donc 163 000, oui, moi ça me paraît tout à fait raisonnable. J'ai toujours eu confiance aux chiffres de Mediazona, hein, c'est pour ça que je vous les ai donnés pendant 3 ans et demi à peu près. Donc là, ça faisait un moment, fallait que je rattrape un petit peu le retard. Ça faisait quelques mois que j'en avais pas parlé. Donc voilà, donc là on a les chiffres exacts d'après Mediazona BBC. Preuve à l'appui, hein, encore une fois, ils fournissent tous les noms et c'est disponible sur leur site. Et là, on va en profiter pour jeter un œil concernant le nombre de morts par semestre. Alors là, on peut voir le dernier semestre de l'année 2023, le premier semestre de l'année 2024, le dernier semestre de l'année 2024, le premier semestre de l'année 2025 et là, le dernier semestre de l'année 2025. Alors, il faut regarder le graphique orange. L'estimation, là, c'est n'importe quoi. Il faut ignorer cela. Donc là, au niveau du graphique orange, vous pouvez voir que 2023-2024, ça n'a cessé d'augmenter côté russe. Par contre, dès 2025, il y a eu une chute spectaculaire du nombre de morts côté russe. Et pourtant, dans les gros médias, on nous dit qu'il y a 30 000 morts côté russe par mois, c'est-à-dire environ 1000 par jour, hein, c'est ce qu'il y a dans les grands médias. Et toujours dans les grands médias, on nous dit qu'il y aurait eu environ 100 000 morts côté ukrainien et environ 300 000 morts côté russe. Voilà, c'est ce qu'on nous dit dans les grands médias. Ils sont tous plus ou moins d'accord quant aux chiffres. Donc c'est pour vous montrer une propagande absolument folle. Et il y a une chose toujours à noter, c'est qu'il est rare, cela arrive mais c'est rare, il est rare que les grands médias reprennent les chiffres de Mediazona. Alors que pourtant Mediazona BBC sont reconnus comme étant entre guillemets fiables. Allez savoir pourquoi. Là, on va voir un court extrait d'une interview du général Syrskyi, qui est le chef d'état-major ukrainien, qui nous annonce que la Russie produit très exactement 404 drones Geran, c'est-à-dire les drones Géranium en français, et que lui appelle dans l'interview Shahed, par jour.
Là, je vous montre une image d'un Geranva, c'est-à-dire d'un Géranium 2, qui est le drone kamikaze le plus utilisé en Ukraine. C'est vraiment un drone emblématique de la Russie pour l'Ukraine. 404 drones Geran par jour et que la Russie prévoit de porter ce chiffre à 1000 drones Geran en 2026 par jour. Donc on va voir cela en vidéo. Кількістю обсягів виробництва ударних типів озброєння, ракет, дронів. От зараз щоденно ворог, наприклад, виробляє 4 Donc là, il dit par jour, l'ennemi produit 404 Shahed, c'est-à-dire les drones Geran. 404 шахеда, Герані. Він взагалі планує до 1000 дронів в день. Et plus tard, l'ennemi prévoira d'en produire 1000 par jour en 2026. По їх планам. І 26-му. Voilà, donc c'était très intéressant à noter. Et surtout là, on ne parle que d'un seul type de drone. On ne parle pas de tous les autres drones russes qui sont très très nombreux. Voilà, c'était très très intéressant à souligner, d'autant plus que là, cela vient du général Syrski, le chef d'état-major ukrainien. Ici, Eurasia Daily nous dit que le premier méthanier russe a atteint le terminal GNL soumis à sanctions. Le méthanier Alexei Kosygin est arrivé par la route maritime du Nord pour rejoindre le deuxième projet Arctic LNG2 et est prêt à être chargé. Ce navire est le premier transporteur de gaz construit en Russie au chantier naval Zvezda en Extrême-Orient. Alors pour la Russie, c'est un véritable événement d'avoir construit son tout premier méthanier et en plus c'est un méthanier géant pouvant transporter 100 millions de mètres cubes de... Bref, c'était un événement à rapporter. Et enfin, on a Military Watch Magazine qui nous dit des drones Shahed russes neutralisent des hélicoptères d'attaque ukrainiens de grande valeur lors d'une opération de frappe en profondeur sans précédent. Donc c'est deux drones Geranva, donc des Géranium 2 comme on les a déjà vus, qui ont frappé donc un Mi-24 et un Mi-8. Et là, ce qu'on peut voir, c'est un Mi-24, donc un hélicoptère lourd de combat. Alors évidemment, c'est une grosse perte pour les Ukrainiens. Donc cela s'est fait sur la base aérienne ukrainienne de Kanatovo. Voilà. Donc c'était intéressant à noter. Donc là, c'est une grosse perte pour les Ukrainiens. Parce qu'un hélicoptère Mi-24 et un Mi-8, ce sont deux gros hélicoptères qui coûtent très cher et qui étaient très précieux pour l'Ukraine. Voilà, et j'ai fini. Si cette vidéo vous a plu, un petit pouce, un abonnement si ce n'est déjà fait. N'hésitez pas à partager cette vidéo. Et aussi, si vous avez particulièrement apprécié mon travail, un petit don, lien dans la description. Merci encore à tous pour tout cela. Et toujours, soyez curieux.